Pouvoir commencer ce conseil communautaire, on a le quorum. Et voilà, on a vraiment le quorum. Alors, on va commencer par les pouvoirs, où Madame Evenot donne pouvoir à Monsieur Piédalu, Monsieur Mettet donne pouvoir à Madame Fardin, Madame Robin donne pouvoir à Monsieur Bluteau, Monsieur Lesage à Dominique Bonin, Madame Parpaillon à François Hedouin, Madame Saurin à Monsieur Charrier, Madame Thibault à Arnaud Charpentier, Madame Le Goff à Madame Bertrand, Madame Moreau à Monsieur Jules. Il est arrivé, Vincent? Je ne l'avais pas vu. Monsieur Alétru à Madame Groslot et Madame Peigné donne pouvoir à Monsieur Pelot. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié dans les pouvoirs. Alors, hop, je prends l'ordre du jour. Juste un petit point à vous soumettre. Et j'aurais une délibération supplémentaire à rajouter à l'ordre du jour de ce soir. Et donc, je vous pose la question pour savoir si vous êtes d'accord pour qu'on présente une délibération qui est en matière de servitude. Enfin voilà, une autorisation que j'ai besoin pour signer certains actes et dont je ne dispose pas aujourd'hui. Pas d'opposition? Non. Très bien, merci. On rajoutera donc ce point supplémentaire. Alors, sur l'ordre du jour, vous aviez donc l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 15 septembre. Y a-t-il des observations? Non, aucune. Je vous remercie. Et ensuite, en secrétaire de séance, j'ai perdu la feuille. Non, pas du tout. Je vous propose Magali Groslot, Catherine Denfer, mais je ne suis pas sûre que je n'ai pas vu Catherine, ou Leslie Renard, Magali. Voilà, parfait, merci beaucoup. Ensuite, vous aviez donc les délégations consenties par le Conseil communautaire et donc les décisions prises par moi-même. Est-ce qu'il y a des observations? Non? C'est bon? Eh bien, du coup, on ouvre ce Conseil communautaire et on passe la parole pour commencer. Ah bah moi, super, je suis en forme. Ah, j'ai oublié le pouvoir de Philippe Barré à Marie-Thérèse Guinaud. Pardon, excusez-moi. Vous ne l'aviez pas, oui, il vient d'arriver. Alors, le premier point, ça concerne l'élection d'un délégué au sein du syndicat mixte. Et c'est comme la dernière fois, c'est la détermination des modalités du scrutin. Et là, je vous demande, si vous êtes d'accord, pour ne pas procéder au scrutin secret pour l'élection de son délégué au sein du dit syndicat mixte, pour lequel la communauté de communes est représentée, et ce, suite à la démission de l'actuel délégué. Pas d'opposition? Je vous remercie. Nous ferons donc un vote à main levée. Et donc le point numéro 2, c'est l'élection du délégué suite à siège vacant. Alors, ça fait suite au Conseil communautaire du 15 septembre, où là, nous avions élu un représentant au niveau des délégués titulaires. Et ce soir, donc, il nous faut élire un représentant sur le siège de délégué suppléant, puisque du coup, un siège se trouve non pourvu. Donc, y a-t-il des candidats pour ce poste? Hein, Laurent? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc, je vous propose donc d'élire Laurent Huget comme délégué suppléant pour siéger au sein du comité syndical du syndicat mixte Bassin du Lait. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. Unanimité. Alors, le point suivant, c'est le principe de fin de compétence avant dissolution définitive. Ça concerne Sud Vendée Tourisme. Et là, donc, je vais vous présenter. Et puis, s'il faut, Laurent complétera sur ce champ-là. Vous savez qu'on avait demandé. Alors, vous savez qu'on est adhérent donc, au syndicat mixte Sud Vendée Tourisme. On avait déjà évoqué ce point à plusieurs reprises. Et on avait donc demandé notre retrait.
Ceci, on l'avait motivé par une mise en cohérence des dimensions administratives et spatiales. Par contre, on est conscient du travail qui est opéré, bien sûr, sur les territoires. Alors, initialement, il n'était pas sur l'ensemble de la communauté de communes. Et ensuite, évidemment, leur champ d'action s'est porté sur l'ensemble du territoire. Nous, on avait souhaité s'en retirer, puisque, en fait, on fait des actions qui, quelquefois, peuvent un peu se télescoper, se superposer. Donc, voilà, on préférait reprendre en pleine propriété, si je peux dire, en plein exercice, le volet tourisme. Mais par contre, c'est pas possible d'opérer un retrait tel que nous le souhaitions, et donc il a été conclu, d'accord, tous, que le syndicat devait être dissous. Donc on est aujourd'hui dans cette phase, et donc il revient à la communauté de communes donc de se prononcer sur le principe de la dissolution. On en a déjà parlé à un précédent conseil communautaire de mémoire. Le comité syndical s'est réuni, a acté le fait de la dissolution. Donc la fin de l'exercice des compétences interviendra au 31 décembre 2022. Donc ça, c'était le premier temps. Et puis dans le second temps, c'est donc de définir les modalités financières de retrait, la clé de répartition lors de la liquidation de l'actif et du passif. Et puis, à partir de ça, de cette répartition, le préfet édictera le second arrêté dissolvant définitivement le dit syndicat. Laurent, si tu veux ajouter. Oui, juste rajouter pour que... On m'entend ? Oui, on m'entend, excusez-moi. Juste rajouter pour que tout le monde soit au courant et qu'on soit bien transparent. En fait, nous étions, c'était vendredi dernier, vendredi soir, avec Régis qui m'accompagnait au comité. Il était clair que pour eux, le fait qu'il y ait dissolution, ça s'était acté, mais en fait, il y avait un coût de dissolution qui était estimé selon un Excel qui nous a été présenté à une hauteur à peu près plus de 80 000 € et qui nous demandait justement de poursuivre et assumer ce coût de la dissolution et reprendre du personnel, notamment une personne qui avait été embauchée après la décision qui était la nôtre de reprendre notre autonomie. Et donc on a eu une position peut-être qui a été perçue comme étant un peu raide de ma part, où je n'ai pas voulu rentrer dans une négociation sur ces 80 000 € et où j'ai par contre demandé à ce qu'on les détaille, et on nous a détaillé ces 80 000 € et ligne par ligne on les a effacés. En les justifiant, c'est pas simplement en disant qu'on ne voulait pas payer, c'est simplement en disant qu'on ne devait pas les payer, puisque c'était à chaque fois du fonctionnement. Or, on ne fait pas fonctionner un syndicat qui est dissous et dont les compétences ne sont plus là. Donc, on est passé de... Alors, Régis pourra peut-être corriger, mais de 88 500 € à, je pense que ça nous coûtera 5 ou 6 000, c'est les frais de dissolution classique, et pour lesquels d'ailleurs j'ai proposé que ce soit nos services qui assument justement ce coût. Donc on devrait être à zéro, et pour l'emploi, il y avait une dimension humaine qui n'avait pas vraiment été envisagée, avec un arbitrage un peu dur, je trouvais. Et donc nous, on s'est proposé de reprendre une personne à condition que ça vienne dans les compétences que nous recherchions au 012 chez nous. Et compte tenu du fait que la personne était une dame célibataire avec un enfant qui habitait sur Fontenay, on ne se voyait pas de l'obliger à venir. Et donc elle a été le bienvenu dans un autre PCI. Donc voilà, on sort... A priori, aujourd'hui, on va écrire un courrier, mais sans dépenses supplémentaires qui nous ont été proposées, et en disant bien que nous, c'était fini au 31/12 de cette année. Voilà. Okay, merci Laurent pour ce complément d'information. Y a-t-il des questions? Non? Auquel cas, je vous propose donc d'acter le principe d'une dissolution du syndicat mixte Sud-Vendée Tourisme, de fixer la date de fin de compétence du syndicat mixte au 31 décembre 2022 à minuit, sans préjudice de la décision de Monsieur le Préfet, de m'autoriser donc à signer les actes nécessaires à l'exécution de cette décision. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Et on continue dans le même registre, puisque là, on est sur une dissolution et une répartition patrimoniale et financière. Ça concerne le syndicat mixte Vendée Centre Bournezeau, pour
pour revenir un peu en arrière, c'était initialement le Pays Maruyais, hein, qui était partie prenante dans ce syndicat, ce Vendéopole Santé, Vendée Centre Bournezeau. Donc la délibération qu'on vous présente ce soir, elle s'inscrit dans la continuité de ce que l'on vous a présenté au mois de mai 2022, où là on avait statué par vote sur la fin de la compétence. Le second acte, c'est pour clore définitivement la procédure, c'est la répartition bien sûr entre l'actif et le passif, et c'est l'objet plus précisément de la délibération de ce soir. Pour mémoire, au niveau de la répartition, la communauté de communes du pays de Chantonnay portait 64% et la communauté de communes Sud-Vendée Littoral maintenant, donc 36%. Donc la loi prévoit que la répartition des dits biens soit établie sur la base d'un commun accord trouvé entre les parties concernées par la dissolution. Du coup, les principes de répartition de l'actif et du passif sont donc les suivants. Le parc d'activité est entièrement situé sur le territoire de la Comcom du pays de Chantonnay, et de fait, celle-ci reprend l'ensemble des équipements et des engagements en cours, les concessions, les marchés, tout ce qui va. Sur le second point, le partage de trésorerie est calculé sur la valeur nette du bilan au 31 décembre 2021 et sur la base de l'engagement respectif dans le syndicat. Comme je vous le disais, 36% pour ce qui concerne la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et 64% pour ce qui concerne la communauté de communes du pays de Chantonnay. Du coup, sur cette base-là, la situation nette en fonction des engagements des membres dans le syndicat mixte est répartie de la sorte. Pour notre part, donc la Comcom Sud-Vendée Littoral, donc 36%, soit 391 819,15 €. Donc cette somme sera versée par la communauté de communes du pays de Chantonnay à l'issue de la dissolution. Et puis la communauté de communes du pays de Chantonnay, donc avec ses 64%, soit 696 567,39 €. Je rappelle aussi que le syndicat est dissous par le contentement de tous les membres du syndicat qui devront délibérer à la fois sur la dissolution et sur les modalités de répartition patrimoniale et financière dès que les conditions de liquidation sont réunies. Ces dernières, elles étaient réunies, donc du coup la seconde phase s'est ouverte par la délibération du comité syndical le 10 octobre dernier qui a approuvé à l'unanimité la répartition de l'actif et du passif tel que je viens de vous le présenter. Du coup, je vous propose donc de délibérer d'approuver entre autres la répartition de l'actif et du passif votée par le comité syndical du syndicat mixte Vendée Centre Bournezeau, voter l'attribution à la communauté de communes du pays de Chantonnay de l'ensemble de l'actif et du passif du syndicat mixte tel qu'il figure au compte de gestion de dissolution de l'année 2022, d'attribuer à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral un montant de 391 819,15 € qui lui sera versé par la communauté de communes du pays de Chantonnay, de me donner compétence pour mettre en œuvre cette décision et signer tout acte nécessaire à la bonne exécution, et d'abroger, à compter de la date de dissolution du syndicat mixte Sud-Vendée, il y a une coquille que je lis en même temps, on va la reprendre, Vendée Centre Bournezeau, voilà, d'abroger la dissolution de ce syndicat. Y a-t-il des questions ? Non ? Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Très bien, je vous remercie. Voilà. Donc, on a eu beaucoup d'échanges avec le pays de Chantonnay. Ça se passe très très bien. Et puis, voilà, ils ont des gros engagements aussi à venir. Donc, voilà, c'était vraiment une décision partagée. On poursuit avec les gens du voyage. Philippe est absent ce soir puisque les conseillers régionaux sont en session actuellement. Donc je vais prendre la main sur ses délibérations. La première, ça concerne l'approbation du règlement intérieur de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage. Alors il y a plusieurs champs. Vous savez que l'aire d'accueil qui est située sur la commune de Luçon a subi des dégradations très très importantes il y a peut-être 2 ans maintenant, je n'ai pas regardé la date, plus de 2 ans. Ça a été long de remettre en route entre les marchés, entre les procédures.
voilà, on arrive au terme de tout ça, les travaux sont effectués ou quasiment terminés, et donc on va pouvoir réouvrir notre aire. Par contre, pour répondre aux nouvelles normes, c'était initialement une aire qui accueillait 10 emplacements et 20 places. Là, aujourd'hui, les nouvelles normes nous imposent d'agrandir les emplacements, et on se retrouve avec 6 emplacements et 12 places. Il y a une nécessité donc de mettre à jour et de simplifier le règlement intérieur de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage pour pouvoir la réouvrir dans de bonnes conditions. Donc, plusieurs points avaient été relevés. Donc, vous savez qu'on travaille avec un gestionnaire aussi, et puis on est aussi très épaulé au niveau de la Maison des communes par Monsieur Monseigneur, je crois. Le Seigneur, voilà, qui est au fait évidemment de cette problématique-là. Voilà, donc il y avait plusieurs points qui avaient été relevés, et il avait nécessité de simplifier la rédaction du règlement. Le règlement, je ne vais pas vous le lire, sauf si vous y tenez vraiment, mais vous l'aviez en annexe. Est-ce qu'il y a des points qui vous ont interpellé? J'essaierai de répondre dans la mesure du possible, hein, s'il y a des points sur lesquels vous souhaitez un petit peu plus de précision. Non, c'est bon? Auquel cas, je vous propose d'approuver le nouveau règlement intérieur de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage de Luçon, tel que vous l'aviez en annexe de la délibération, et de m'autoriser à signer les documents relatifs à cette décision. Je me vois, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. On poursuit sur l'aire d'accueil avec l'approbation des tarifs qui sont applicables. Alors, donc, au-delà du règlement intérieur, et puis surtout au vu du changement entre 10 places, 6 emplacements, il fallait revoir aussi la tarification, évidemment l'intégrer, l'annexer au précédent règlement. Donc la tarification de l'aire permanente, elle se décline sur 2 volets. Tout d'abord, la tarification de base assimilable au droit de place, et puis ensuite, non négligeable, une tarification applicable en cas de dégradation commise sur l'équipement. Il vous est proposé de maintenir les tarifs de base, c'est-à-dire vous les aviez avec le dépôt de garantie d'entrée de 100 €, le droit d'emplacement et de stationnement journalier à 2,50 € par jour, l'eau à 3,20 € le mètre cube, l'électricité à 0,20 € le kilowattheure. Et puis ensuite, vous aviez la liste des facturations qui pourraient être retenues lorsque nous subissons des dégradations. Donc vous aviez la liste des dégradations qu'on a déjà constatées et sur lesquelles il pourrait y avoir une tarification. Et donc il vous est proposé d'approuver la tarification relative au bon fonctionnement de cette aire d'accueil telle que je viens de vous la présenter, avec une prise d'effet dès la date de réouverture de l'équipement, et puis de m'autoriser à signer tous les documents. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Une abstention, Cédric? Je trouve que les montants en fait, qui sont mis en face des dégradations, quand on voit le coût de la remise en état des locaux, c'est juste pas proportionnel. Brûler une voiture, par exemple, 100 €, ça se respecte. c'est sympa, quoi. On va prendre note. Toi, tu vas en tôle. Lui, il en a pour 100 €. Ok, pas de souci. Donc, une abstention. Je vous remercie. Et je passe la parole à Nicolas. Bonsoir à toutes. Des observations sur les tarifs, donc c'est bon. Je rappelle que c'est toujours trop cher par expérience. Les gens du voyage nous disent que 2,50 € par jour, c'est trop cher. Donc vous l'aurez de toute façon, la réflexion. C'est pas le sujet qui me concerne, puisque nous, on va parler du plafonnement des valeurs locatives concernant la taxe dans les ventes des ordures ménagères. C'est une délibération qui fait suite finalement à la décision qu'on a prise il y a un mois maintenant. Et donc, on avait donc sur les territoires concernés par la TOM cette délibération qui existait, et le fait de l'harmonisation fait qu'elle est devenue caduque.
Et là, ce qu'on vous propose, c'est quand même d'instaurer un plafonnement, qui peut être au maximum, donc on vous l'explique, hein, des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation. Et donc on vous dit que c'est 2 fois la valeur locative moyenne. Ce qui était pratiqué auparavant, c'était la valeur locative moyenne communale. Ce qu'on vous propose ce soir, et en ce sens je souhaiterais modifier la délibération, c'est non pas de mettre communal, mais c'est de mettre intercommunal, puisqu'on a voté un taux, vous le savez, unique. Donc je pense à des communes comme la Tranche, l'Aiguillon, la Presqu'île, Luçon, qui ont forcément des fortes valeurs locatives, donc des contribuables qui vont être impactés avec des hausses de taux conséquentes, Mareuil également, enfin bref, je ne vais pas citer toutes les communes avec de fortes valeurs locatives, mais par esprit de solidarité, comme on l'a voté précédemment, ce serait d'avoir donc un taux qui soit vraiment un taux moyen à l'échelle de l'interco. Ça représente un coût supplémentaire pour la Comcom de 50 000 €. Je pense qu'on peut... Alors, c'est moi qui dis ça. Non, je ne vais pas le dire, mais en tout cas, je souhaiterais le faire. Voilà, je vais le dire comme ça. Oui, non, je pense que... C'est ça, je ne l'ai pas dit. Il ne l'a pas dit. Voilà, donc ce qui vous est proposé, c'est d'instituer donc un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passible donc de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que le prévoit l'article 1522-2 du Code général des impôts, et donc de fixer ce seuil de plafonnement à 2 fois la valeur locative moyenne intercommunale. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? Des gens s'abstiennent? Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, je vais me faire remarquer. Ah, vas-y, je t'en prie, pas trop tard. Comme tout le monde, les gens ont reçu la taxe foncière cette année. Oui. Et il s'avère qu'en fait, il y a eu un problème de logiciel Oui. informatique au niveau des finances publiques. Oui. Je souhaitais le faire remarquer que les communes issues de l'ancien EPN de la mer, le plafonnement n'a pas passé en fait. Tu fais bien de préciser, Cédric, c'est-à-dire que pour certains redevables, contribuables en l'espèce que pas redevables, il y a eu un bug informatique, comme tu le dis, et le plafonnement qui existait auparavant sur le PNI de la mer notamment, puisque c'est principalement ces contribuables-là qui sont venus se manifester, le plafonnement a sauté. Donc il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui à payer des montants de taxes d'enlèvement des ordures ménagères exorbitants, on peut le dire comme ça. Et je pense que beaucoup n'ont pas fait attention parce que on a des remontées, mais qui ne sont pas énormes. Alors que je pense que ça concerne beaucoup plus de gens. Et comme tout ça, vous le savez, c'est mensualisé, si les gens ne se manifestent pas, donc vous pouvez, comme tu viens de le faire, le signaler, c'est une erreur, et la DDFiP régularise. Okay. Très bien, merci beaucoup. Je poursuis avec la gestion des tickets restaurants qui sont donc pour les agents de la communauté de communes. Et là, c'est donc pour vous dire qu'on a passé une consultation, on a fait une consultation, pardon, avec la commission d'appel d'offres donc, qui s'est réunie pour passer sur une gestion des tickets restaurants de façon dématérialisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était forme de ticket matérialisé. Et là, on va proposer de bénéficier donc, de tickets dématérialisés. Donc, c'est une forme de carte de paiement, hein, tout simplement. Donc, on a passé un marché, 5 entreprises, 5 candidats ont répondu. Et donc, vous aviez aussi le compte-rendu dans l'annexe avec la conclusion de la commission d'appel d'offres. Donc, les entreprises, vous les aviez, hein, celles qui ont répondu. Alors, difficile de les départager parce que sur les montants, ça se tenait. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué. On le voit bien dans les résultats, ils se tiennent un petit peu. Mais toujours est-il qu'il vous est proposé d'attribuer le marché à la société Sodexo Pass France pour un montant au devis estimatif non contractuel de 143 500, de m'autoriser à signer évidemment toutes les pièces inhérentes au marché et puis d'attester que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de l'exercice concerné. Alors c'est un marché qui pourra avoir 3 reconductions puisqu'on va en avoir un du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et ainsi voilà, sur les années suivantes jusqu'au 31 décembre 2026. Donc voilà, donc maintenant ce sera sous forme de carte, ça va changer un petit peu le fonctionnement de la gestion des tickets restaurants. Donc les cartes seront créditées automatiquement, etc. Y a-t-il des questions à ce sujet-là? Non?
Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Je continue mon change de registre, puisque là, on va sur le programme Leader avec une demande de subvention pour l'élaboration d'une stratégie marketing territoriale et son plan d'action. Vous le savez, en 2019, on vous le rappelle et on en parle régulièrement, on a élaboré notre projet de territoire avec deux enjeux forts qui étaient de renforcer l'identité communautaire et puis de développer l'attractivité du territoire. Le projet de territoire, il a abouti à trois grandes ambitions qu'on a présentées régulièrement, qui sont d'une part transformer le potentiel économique, d'autre part conforter l'attractivité résidentielle et puis s'engager pour demain. Ça, c'est la feuille de route qu'on a aussi donnée à nos DGA et sur lesquelles les commissions travaillent chacun dans leur domaine d'appétence. Et ces axes-là, ils sont aussi en lien avec l'élaboration d'une stratégie de marketing territorial. On sait que c'est quelque chose qui a émergé des réunions de travail et des groupes de travail que nous avons pu faire avant de définir le projet de territoire. Cette étude elle a pour objectif de s'accorder collectivement sur un diagnostic partagé de l'image en Sud-Vendée littorale, d'avoir un positionnement sur notre territoire, une stratégie qui soit pourvue d'orientation pertinente et prioritaire, et puis surtout un plan d'action à court ou moyen terme. Ce travail, il s'inscrit dans les objectifs qui sont recherchés et dans les fiches actions du programme Leader, n'est-ce pas, Dominique? Et donc, on vous propose ce soir de déposer une demande de subvention dans le cadre de ce programme Leader pour l'élaboration d'une stratégie de marketing territorial, le plan d'action et puis la création d'une marque d'attractivité. Vous aviez donc sur le document le plan de financement avec un total de dépenses de 55 290 et au niveau de nos ressources, donc une sollicitation du programme Leader à hauteur de 40 000 € et puis un reste à charge pour la communauté de communes Sud Littoral de 15 290 €. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Non, c'est bon? Pas de questions à ce niveau-là. S'il n'y a pas de questions, je vais vous demander d'approuver le plan de financement pour l'élaboration de la stratégie de marketing territorial et son plan d'action, de m'autoriser à déposer un dossier de demande d'aide afin de solliciter la subvention de 40 000 € dans le cadre du programme Leader 2014-2020 et puis de m'autoriser à signer les pièces afférentes au dossier. Je me vois, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Alors je continue, c'est avec moi qui parle ce soir. Je remplace Philippe toujours sur la vente d'un logement, c'est sur la commune de Saint-Radégonde-des-Noyers et c'est au profit de monsieur Jean Pascal. Vous savez, on est propriétaire d'un logement locatif, on en a un certain nombre, mais sur la commune, donc est situé 11 lotissements Le Tétau sur la commune de Saint-Radégonde-des-Noyers. La commune s'était positionnée, avait donné un avis favorable pour la vente. Et il vous est proposé on va proposer aux locataires d'accéder à la propriété pour un montant de 90 000 €. Alors il y a une division parcellaire à faire puisque en fait vous savez bien que c'est des logements, quand c'est des logements vendés habitat, c'est souvent ils sont vendus, on a souvent 3 ou 4 logements à coller, donc du coup la communauté de communes évidemment va réaliser la division parcellaire. C'est fait, et bien voilà, c'est parfait. Et donc, il vous est proposé de céder le bien immobilier, pavillon individuel et garage attenant, tel que défini ci-avant, au 11 lotissement Le Tétau à Saint-Radégonde-des-Noyers, parcelle cadastrée section AD 286, au profit de monsieur Pascal Jean pour un montant de 90 000 € net vendeur, étant précisé d'une part qu'une division parcellaire est réalisée et que les frais de géomètre seront pour moitié à la charge de l'acquéreur, pour moitié à la charge de la communauté de communes suivant les littorales, et d'autre part que les frais notariés sont à la charge de l'acquéreur. De m'autoriser à signer l'acte notarié, et puis autrement de me faire représenter si je ne peux pas. Y a-t-il des questions? Non? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours une vente, mais cette fois, c'est au profit de la commune
de Mareuil-sur-Lay. Ça concerne, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent ce bâtiment, c'est un bâtiment qui est sur la route de Luçon, qui sert uniquement des bureaux. Aujourd'hui, on accueille certains prestataires, hein, comme la CAF. Ouais, il faut que Mareuil sorte, je pense. Ouais. Un France Service, enfin voilà. Et puis Mareuil l'utilise. Ouais. Oui, voilà, vous l'utilisez vous au niveau, voilà. Donc du coup, la commune l'utilise déjà un petit peu, la communauté de communes aussi, enfin surtout par le biais de ses partenaires. La communauté de Mareuil, pas au vote. Donc y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. Nous n'aurons plus qu'à passer devant monsieur le notaire. Alors, je continue. Je continue avec le projet de résidence active. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on revient très souvent, surtout en ce moment où Philippe travaille sur le PLH. On a fait la conférence des maires sur l'habitat, donc un sujet prégnant. Le manque de logement, on sait qu'il est... c'est une réalité sur notre territoire. Et en même temps, on a un développement économique, Bruno ne pourra pas me contredire, qui est très fort avec aujourd'hui, on sait très bien qu'on va accueillir de nombreux salariés, mais pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions et pour que les entreprises puissent les capter, il faut que nous, on puisse aussi offrir la possibilité pour eux de se loger. Donc ce qui vous est présenté ce soir, ça s'inscrit complètement dans la politique du logement et du cadre de vie pour la conduite d'intérêts d'action communautaire. On sait qu'on a donc cette offre de logement qui est insuffisante. On sait aussi qu'on a des problèmes de mobilité. C'est difficile pour les gens d'aller parfois sur leur lieu de travail. Donc il vous est... Philippe vous propose, entre autres, d'engager une réflexion sur l'hébergement des actifs et des apprentis. C'est un travail que vous faites aussi hein, sur Luçon. Hein, voilà. Et du coup, c'est un enjeu fort pour le territoire. Et ce ferait avec Agropolis, du groupe des établières. Il y a une rencontre qui a déjà été initiée pour travailler là-dessus. Et à l'issue de l'enquête, la collectivité décidera si elle souhaite engager une réflexion plus approfondie afin de mettre en place une solution d'hébergement pour accueillir les actifs et les apprentis sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi que vous travaillez. Enfin, je dirais que tous les territoires sont concernés. Oui, juste dire qu'on a le projet déjà sur Luçon avec Agropolis et établières. Normalement, la construction devrait démarrer dans 5 ou 6 mois. Là. Enfin, le dépôt de permis a été fait. C'est 30 logements, hein, donc sur Luçon. Ça, c'est un coup parti depuis bientôt 2 ans déjà. Voilà. Mais ce serait un deuxième parce qu'il y a un besoin. Voilà, on sait très bien qu'il y a un besoin important. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vous est proposé d'approuver le lancement d'une enquête auprès des entreprises du territoire sur les problématiques de logement et de mobilité et leurs impacts sur la politique de recrutement des acteurs économiques, de confier à Agropolis, groupe Les Établières, la réalisation et l'analyse de cette enquête, de décider de confier à Agropolis, groupe Les Établières, l'étude et la formalisation d'un projet social pour mettre en place des solutions d'accueil d'actifs et d'apprentis sur le territoire, si, à l'issue de cette enquête, il était décidé d'approfondir la réflexion sur le sujet et de m'autoriser à signer les documents relatifs à cette décision. Y a-t-il des observations? Alors, Magali, et après je passerai à M. Thibault. Oui, Magali. Est-ce qu'on a des notions de coût de l'étude? Moi, j'en ai pas. Alors, je suis... C'est gratuit. Hein, ah non, mais l'étude, oui, ils la font gratuitement. Non, c'est gratuit. Dominique va répondre, moi, je ne sais pas. C'est gratuit. C'est le pourquoi qui a... Voilà. C'est la réponse. Vous n'avez pas. Monsieur Thibault, oui. Dans le diagnostic pour le PLH, il était question aussi des saisonniers. Je ne vois pas dans la résolution d'après. Alors, je pense que c'est un volet à part sur lequel veut travailler la commission. Là, on est plus... Alors, je vais répondre, je ne vais pas vous répondre vraiment. Enfin, c'est vraiment... faudrait reposer la question à Philippe Barré quand il va être là pour voir sur quel public, pour moi, actif, apprenti, ça se... Ah bah, pardon, excuse-moi, alors Bruno peut répondre, d'accord. On en a visité un établissement la semaine dernière avec Philippe. En fait, c'est pour les gens qui ont un contrat indéterminé ou CDD, mais qui est de plus de 9 mois. C'est-à-dire que les gens doivent rester une période
relativement longue. C'est pas pour passer 15 jours et c'est pas pour des saisonniers. Ouais, pour compléter, c'est entre 9 mois et 18 mois maxi. C'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, il faut qu'ils partent. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, par contre, dans ce genre de résidence, moi, enfin, j'en ai visité plusieurs, hein, on est allé à Noirmoutier, un peu partout, c'est que c'est vachement bien parce qu'elles sont surveillées. Parce qu'il y a quand même une trentaine de jeunes, hein, il y a des caméras vidéo partout. Il y a aussi un personnel d'accueil en permanence sur le site. Donc c'est vrai que ce sont Alors celle qu'on a vue, elle avait déjà 5 ou 6 années d'existence et elle était comme neuve. Ce sont de bons produits que propose aujourd'hui Agropolis. Hein. Donc je pense qu'il faut, à mon avis, il faut y aller. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Bien, je vous remercie. Ensuite, on a une délibération sur les ressources humaines avec la modification du tableau des emplois sur 2 points. C'est considérant l'exercice d'heures complémentaires d'un assistant d'enseignement artistique principal première classe à temps non complet et que surtout que ça constitue un besoin pérenne, il convient donc d'intégrer ces heures dans le tas de travail de l'agent. Du coup, il est proposé de supprimer le grade d'assistant enseignement artistique principal de première classe à temps non complet et de créer ce grade première classe, mais et de créer un grade d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet à 5 heures, 2 heures à 5 heures. Et on a la même chose sur le deuxième, avec un temps, l'exercice d'heures complémentaires d'un assistant artistique principal deuxième classe à temps non complet, 13h25. Là aussi, c'est un besoin pérenne. Il convient d'intégrer ces heures dans le temps de travail de l'agent et donc proposer de supprimer le grade d'assistant d'enseignement artistique principal deuxième classe temps non complet et de créer un grade d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet, mais de 13h25 à 20h. Il vous est donc proposé d'autoriser la suppression et la création des grades cités ci-dessus et de modifier le tableau des effectifs. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Est-il voix contre? Des abstentions? Très bien, je vous remercie. J'en arrive à la délibération que vous avez sur table, qui concerne une délégation de pouvoir du Conseil communautaire pour moi en matière de constitution et de modification de servitude de droit privé. C'est quelque chose qu'on est amené à rencontrer de plus en plus souvent et que je n'avais pas jusqu'à présent. La servitude, c'est un droit réel immobilier accessoire au droit de propriété. Du coup, elle est attachée au bien et non à la personne ou au propriétaire. Il y a 2 grandes espèces de servitudes, les servitudes administratives et puis les servitudes de droit privé qui sont prévues par le Code civil. Donc parmi les plus fréquentes, on va trouver les servitudes de passage et les servitudes de tréfonds. Donc j'avais, par délégation en date du 17 juin 2021, le Conseil communautaire m'a délégué un certain nombre de pouvoirs, mais je n'avais pas celle-ci dans le cadre de la politique foncière de la communauté de communes. Et c'est quelque chose qu'on rencontre là, ça se présente, je vous le dis très sincèrement, si on vous l'a rajouté sur table, c'est que ça se présente pour une signature qui doit avoir lieu la semaine prochaine, une vente importante à une entreprise. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous la propose ce soir, que je puisse donc avoir cette délégation pour la durée de mandat, pour la constitution et la modification de servitudes de droit privé d'origine conventionnelle au bénéfice d'autrui ou de celui de la communauté de communes. Et puis, si toutefois, évidemment, de pouvoir le confier à un de mes collègues vice-présidents si je ne pouvais pas être présente et de m'autoriser à signer tous les actes et documents relatifs aux servitudes objet de la présente. Donc voilà, c'est une délibération générale. Y a-t-il des questions? Quelqu'un? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. L'ordre du jour formel est clos. Je suis persuadée qu'il y a des questions. Eh bien, je commence par mon voisin. C'est pas une question, c'est juste une intervention. Vous allez recevoir prochainement en mairie un courrier avec une proposition de délibération concernant la taxe d'aménagement. Vous le savez, donc depuis le 1er janvier 2022, il y a un reversement obligatoire pour le PCI. On a travaillé avec la commission finance, on a travaillé avec le bureau.
L'idée, bien sûr, c'est pas de dessaisir et de démunir les communes, mais en revanche, il faut quand même qu'on applique le cadre de la loi. Donc, ce qui est ressorti des travaux, c'est de se dire que, en termes de, de reversement pour l'interco, on se limiterait uniquement aux zones d'activité économique. Ce pourquoi on est compétent. Il y a des EPCI qui ont fait le choix de prendre un pourcentage sur l'ensemble des taxes d'aménagement perçues sur leur territoire, avec une cote un peu mal taillée. Nous, on s'est dit que c'était un peu compliqué de justifier d'équipements sur chacune de nos communes, de dire ici on a une déchetterie, ici il y a une médiathèque, enfin bref, on allait rentrer dans des comptes d'apothicaires. Donc la simplicité, et c'est vraiment le sens des travaux qui ont été menés, c'est de se dire qu'on s'arrêtait uniquement, encore une fois, aux 45 zones qui nous concernent. La totalité de ce qui serait perçu sur ces zones reviendrait à l'interco, mais ce qui en soi peut être compréhensible quand on sait les montants investis, ne serait-ce que sur le Vendée-Opole, avec ne serait-ce que cette année encore plus de 2 millions d'euros pour le renforcement du réseau électrique. À un moment donné, il est logique que l'interco récupère à minima la taxe d'aménagement. Les communes restent bénéficiaires du foncier bâti, bien sûr. Donc vous allez recevoir cette délibération. Nous-mêmes, on votera donc lors du prochain conseil, puisqu'on a jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Pour 2022, les communes continuent à percevoir l'intégralité de la taxe. Ce sera mis en place qu'à partir de 2023. En tout cas, c'est ce qui est ressorti aussi des réflexions du bureau et de la commission finances. Voilà, c'est important de le préciser. Un ordre d'idée à l'échelle du territoire, sur l'an dernier, on est entre 550 600 000 euros sur l'ensemble de nos communes. Par contre, on n'a pas le détail sur les zones d'activité, puisque la DDFIP n'a pas souhaité nous communiquer ces montants-là. Donc on est incapable de vous dire ce soir ce que ça peut représenter pour nous. Il y a aussi des communes qui n'ont pas aujourd'hui instauré la taxe d'aménagement, alors par choix peut-être, ou par oubli pour certaines d'entre elles. Donc c'est possible, vous pouvez l'instaurer. Donc si elle n'existe pas, il n'y aura pas pour la commune, il n'y aura pas pour l'interco non plus, pour les zones d'activité qui sont concernées. Voilà. Donc je suis à votre disposition s'il y a des questions sur le sujet, puisqu'encore une fois, avant que vous receviez cette proposition de délibération à vos communes, il semble important qu'on évoque le sujet, qui va arriver encore une fois très vite. Voilà. Pas de questions ? Oui, René. Non, mais moi j'étais d'accord pour retransmettre la taxe d'aménagement qui vient de nos zones économiques. De nos zones. Il n'y a aucun souci. Et juste, j'avais posé une question, c'était que là, c'est la part communale. Il y a aussi dans la taxe d'aménagement la part départementale. Oui. Et j'avais posé une question, pourquoi la part communale est amputée et pourquoi le département, lui. Donc je vous avais demandé de donner la réponse, si vous l'avez bien sûr. Non, je ne sais pas. Je trouvais ça un petit peu bizarre, parce que là, les communes ont de plus en plus de mal à faire un budget. Pour l'équilibrer, c'est des emprunts, et les emprunts, c'est des remboursements, les remboursements, c'est des impôts. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais savoir pourquoi la part départementale n'est pas aussi impactée. Voilà. Alors, on n'est pas décideur. Mais j'ai pas la réponse pour le département. Mais ouais, d'accord. Oui, non, mais c'est vrai que vous avez dû poser la question. Tout à fait. On essaiera de s'en souvenir à Arnaud, Catherine, pour poser la question. Ouais. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, Philippe. Oui. C'est plus une interrogation par rapport au tarif de l'énergie. On est sollicité à l'heure actuelle par le CIDEF pour éventuellement abandonner nos contrats pour passer aux tarifs réglementés. Donc alors toutes les communes ne sont pas concernées, puisqu'il y a des conditions de recettes et de recettes, nombre d'agents, et puis de puissance. Et de puissance. Et alors c'est donc, les contrats concernés sont tous les contrats inférieurs à 36 kVA. Voilà. Moins de 10 salariés, 36 kVA. Et 2 millions de recettes. Ouais. Et je voulais savoir un petit peu ce qu'on pouvait en penser les uns et les autres, parce que c'est une réflexion à mener rapidement en plus. Alors, il y avait pour les communes concernées, en effet, Philippe, tout le monde ne l'a pas reçu, le courrier, mais les communes concernées l'ont reçu. Donc, beaucoup d'entre nous, quand même, parce qu'on est plutôt des petites communes. On en a échangé un petit peu avec Eric, puis moi, j'ai échangé avec Laurent Favreau lundi matin. Il y avait un webinaire à 18h ce soir. Alors, moi, j'avais demandé à mon assistante à la commune de me faire part s'il y avait des choses importantes. Enfin, forcément, c'est important. Mais ce webinaire, il est là pour nous aider dans la prise de décision.
Les questions, elles sont... La première question, c'était de se dire, si on sort du marché SIDEV, est-ce qu'on peut de nouveau y rentrer? Donc la réponse, elle est oui, avec un peu de délai, mais oui, on pourra y rentrer. Hein. C'est ce que... En fait, je lui avais dit, au fur et à mesure du webinaire, envoyez-moi des textos. Donc c'est ce qu'elle vient de faire. Sauf si Eric, tu as quelque chose à... Mais le marché, on passe le marché fin 2023. Ouais, c'est ça. Alors en fait, il y a une slide, elle m'a envoyé une slide qui a été projetée, hein, c'est bien, c'est que la démarche était enclenchée par nos soins, bon, ça, il n'y a pas de souci. Le changement de fournisseur EDF en lieu et place d'Engie. Prise en compte non assurée au 1er janvier 2023, avec un risque potentiel de bascule au cours du premier semestre 2023. Alors, dans le cadre du renouvellement du marché pour la période 2024-2026, vous pouvez choisir de rester, si on quitte le marché SIDEV, donc soit de rester, soit de réintégrer les contrats au nouveau marché à compter de 2024. Ça, le slide, si vous voulez, enfin, je pense qu'il y a d'autres personnes, d'autres secrétaires de mairie qui ont dû assister au webinaire. Je sais que Marilyn, chez toi, elle assistait aussi. Hein, elle assiste à la même... Bah oui, elles sont fait le mot, on a la même chose. Perte des services clients liés au marché et options à prendre auprès d'EDF, factures groupées, espace client, suivi des consommations énergétiques plus compliquées à mettre en œuvre, gains financiers pour 2023, oui. Évidemment, on ne peut pas s'engager pour 2024, mais heureusement, ils ont bien raison de nous dire ça. Voilà. Mais la réflexion, elle est difficile. Je pense que pour la reconduction du marché, milieu 2023, le SIDEV interrogera les collectivités pour le positionnement si on rentre dans le marché de groupement de... Si on revient ou pas. Pour les communes. Alors en sachant que ce n'est pas les communes, enfin c'est bien vos équipements, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs équipements qui sont à moins de 36 kVA, vous pouvez les sortir, mais par contre si vous avez par exemple une salle polyvalente qui a plus de 36 kVA, vous devez la laisser dans le marché SIDEV. Voilà, il y a une modulation possible. Pour mémoire, il fallait s'inscrire avant le 30 octobre. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à rappeler le SIDEV. Moi, c'est les informations que j'ai réussi à glaner aujourd'hui. Moi, j'ai échangé de nouveau, j'ai échangé avec Laurent Favreau lundi dernier. On se revoit lundi prochain. C'est un sujet qu'on aborde à chaque lundi parce que, en fait, le SIDEV, il est comme tout le monde, enfin comme tous les syndicats d'énergie, hein, parce qu'il y a évidemment beaucoup de communication les uns avec les autres, où aujourd'hui... voilà. Et donc, du coup... voilà. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, ils achètent, hein, et les coûts d'achat pour les SIDEV sont vraiment déconnectés de tout ce qu'on pouvait imaginer. On n'aurait pas pensé à ça. D'où cette proposition, en effet, cette opportunité. Mais c'est une lettre à décacheter, en fait. C'est une opportunité peut-être pour 2023, pas forcément pour 2024. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Hélas, on n'a pas... Comme on n'a pas de baguette magique ni de boule de cristal, c'est un peu une lettre à décacheter, quoi. On y va, on n'y va pas. C'est les seules infos que j'ai de ce soir. Maintenant, je pense que c'est peut-être intéressant de s'inscrire au moins avant le 30 octobre pour voir comment... Mais c'est tout ce que je peux te dire ce soir, quoi. Voilà. Et juste pour préciser, donc la vision du SIDEV de ce soir a été enregistrée et elle sera disponible pour tout le monde. Ah, voilà, donc si vous n'avez pas pu... Ah, ça c'est intéressant, merci David. Ouais. C'est intéressant. Si jamais on n'a pas pu... c'est le SIDEV qui va la mettre en ligne? Je pense, c'est l'information qui a priori elle sera disponible. Bon. Je ne sais pas quand et comment, mais ouais, d'accord. enregistrée et elle sera disponible. Ok, d'accord. Bon, ça sera une bonne aide à la décision aussi, quoi, quand même. Pas d'autres questions. Alors, sur le... On va avoir un petit changement de date sur le conseil communautaire du mois de décembre, qui était initialement prévu le jeudi 15 et qui sera le mercredi 14. Mercredi 14 décembre. Ensuite, on va vous faire parvenir très rapidement le planning, au moins pour le premier semestre, puisque on l'a finalisé hier, donc vous l'aurez très très rapidement pour que vous puissiez
le mettre dans vos agendas. Ah oui, Judicaël. À ce sujet, Brigitte, sur les programmations de réunions et de. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, là on est jeudi, on se voit souvent le jeudi. Moi j'ai, comme beaucoup d'entre vous, des engagements et des participations dans d'autres collectivités. Oui, mais c'est toujours les jeudis, les conseils communautaires. Voilà, mais il y a 4 jeudis dans un mois, et moi je reçois de plus en plus de trucs le lundi, et moi les lundis, c'est. En fait, on a comme principe, le jeudi, c'est les conseils communautaires, souvent le 3e jeudi, on essaie, ça glisse parfois un peu, selon. Et ensuite, les conférences des maires qu'on avait actées quand il y en a le lundi soir. Les lundis, c'est Ouais. tout seul, là, mais le lundi, c'est devenu infernal. Ouais. Et ça me pose. Tous les soirs de la semaine. Alors, vous allez dire, je suis pas le seul élu de ma commune, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on était... la gestion de l'agenda, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Ouais. Mais non, mais tu as raison de le signaler. Mais c'est vrai qu'on était parti... Alors, c'est quelque chose qu'on a reconduit du précédent mandat, c'est-à-dire les lundis, quand il y a des conférences des maires, ils sont plutôt mis les lundis soirs, et par contre, les conseils communautaires, c'est assez immuable. Maintenant, ça s'est rentré dans le... Ouais, mais les lundis soirs, ouais. Après, à voir comment est-ce qu'on peut évoluer, mais c'est vrai que on est 60, maire 43, c'est extrêmement compliqué. Tu as raison. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, écoutez, je vous remercie et je lève ce conseil communautaire. Merci beaucoup.